Nous disons bienvenue à tout le monde, à nos auditeurs de tous les jours, ceux-là qui suivent nos leçons, qui partagent avec nous leur expérience professionnelle de tous les jours, les leaders, les responsables, les managers, les gens qui font le travail d'encadrer les autres, les chefs d'équipe, les team leaders, les chefs. Nous disons bienvenue. Nous avons la 44e leçon et notre 44e leçon va porter sur les 12 lois du bonheur. Et quand nous parlons des 12 lois du bonheur, nous voulons parler de certains principes, de certaines théories du bien-être partageable, certaines théories de comment on peut vivre bien, sans nuire les autres, tout en étant heureux, sans avoir trop de moyens, mais tout en sachant comment faire l'équilibre entre la vie commune et celle des autres, sans qu'on ne soit tourmenté pour des choses qu'on ne peut pas changer, mais tout en s'adaptant aux réalités de la vie et en devenant heureux, comme qui dirait comment savoir vivre sans pour autant être sous l'emprise des événements, des circonstances et arriver quand même à ne pas être un élément nuisible dans la communauté, mais étant heureux selon les niveaux dans lesquels on est. Le bonheur, c'est quelque chose, comme dirait ici, les 12 lois du bonheur. Vous direz d'où viennent cette matière ou cette notion. Je vous dirais d'abord que celui qui m'a tellement inspiré, c'est le professeur d'université américain qu'on appelle Jonathan Haidt, qui est né en 1963, le 19 octobre 1963. Jonathan, le professeur d'université, a donné certaines notions en développant les 10 lois du bonheur. Je prends 12 parce qu'avec mes recherches, avec d'autres réflexions, je ne fais que prendre certains de ces éléments tout en y additionnant d'autres à partir de ma recherche, tout en prenant aussi comme témoin la Bible pour ceux qui la lisent, et même pour le Coran, il y a des choses similaires, mais je prendrai pour la Bible, par exemple, si vous prenez le livre de Psaume 23, verset 6, l'a dit, qui dit ceci, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Vous allez avoir d'autres versets, par exemple, comme Proverbe 13, 21, qui nous dit que le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur accompagne toujours ou récompense toujours les justes. Là, c'est juste pour vous dire que même bibliquement, le bonheur existe. Et d'ailleurs, pour ceux qui disent, Ecclésiaste 8.12 dit que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Donc, nous n'avons pas beaucoup de versets à partager parce que la Bible en a trop. Et pour gagner le temps, il nous faut aller tout droit à notre sujet. Mais si vous n'avez pas encore cliqué sur like, c'est-à-dire aimer la leçon, à la fin de la leçon, si vous trouvez qu'elle vous aura été utile, vous pouvez cliquer sur like. Ou si vous pouvez le faire au début, ça dépendra de vous. Et si vous n'avez pas encore pris votre abonnement, c'est gratuit, vous pouvez cliquer sur s'abonner, subscribe, ce qui veut dire que toutes les leçons que nous allons partager, vous allez toujours les recevoir au fur et à mesure que nous allons les donner. Une fois que vous êtes abonné, vous n'avez pas besoin de rechercher. Chaque fois qu'une nouvelle leçon vient, vous êtes directement notifié qu'une leçon est déjà là. Nous avons aussi un groupe WhatsApp, deux groupes plutôt, leçon de leadership 1, leçon de leadership 2. Ce sont des groupes qui tiennent à partager les différentes leçons que nous donnons, les leçons des autres, les expériences, les échanges, les discussions. Ce sont des groupes WhatsApp dans lesquels nous pouvons vous ajouter à volonté si vous allez vouloir solliciter cela. Donc, vous pouvez aussi nous contacter avec notre numéro WhatsApp qui est sur la chaîne ici. Et à ce moment-là, si vous demandez que nous vous ajoutions dans nos groupes de leçons de leadership WhatsApp, nous pouvons le faire volontiers. Alors, nous avons 12 lois en nous inspirant du livre de Jonathan Haidt, le professeur, tout en y ajoutant, comme je viens de le dire,
il nous faut aller droit au but. D'abord, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est le bien-être, c'est l'état d'esprit mental aussi dans lequel on se sent satisfait, c'est l'état dans lequel on sent une joie qui n'est pas poussée par la possession du matériel ou l'argent, mais une sorte de satisfaction interne de l'individu qui lui pousse à se sentir satisfait et vouloir contribuer au bien-être des autres. Le bonheur, c'est cette joie que vous sentez dans vous, qui vous pousse à vous sentir heureux, quel que soit votre niveau, et qui vous pousse aussi à souhaiter aux autres la même chose. Détrompez-vous, le bonheur de quelqu'un ne dépend pas de l'argent qu'il a. Non. Ça ne doit même pas partir du fait qu'il faut être riche pour avoir du bonheur, parce que, allez faire des recherches, vous trouverez qu'il y a des gens qui sont très riches mais n'ont pas du bonheur. Vous trouverez qu'il y a des gens qui sont haut gradés mais n'ont pas du bonheur. Donc le bonheur ne dépend pas des moyens, du matériel, de l'argent qu'on a, mais le bonheur doit commencer dans le cœur de l'individu. Et c'est la raison pour laquelle nous allons expliquer les 12 lois qui seront très nécessaires pour chacun de nous, leaders ou non leaders, responsables ou non, tout le monde a besoin d'avoir du bonheur. Le bonheur, cette paix, cette joie que vous avez dans vous qui est durable. Le premier principe ou la première loi, c'est de chercher un bonheur durable. La recherche d'un bonheur durable. C'est la loi numéro 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Rechercher le bonheur durable veut dire que vous ne devez pas militer pour avoir une joie de peu de temps qui va vous plonger dans des tristesses de longues journées et de longues nuits. Ne faites pas des choses qui vont vous procurer la joie dans peu de temps et dont les conséquences vous poursuivront toute la vie. Il y a des gens qui vous disent, je préfère prendre cette chose, je préfère vivre cet événement, même si après on va me mettre en prison, je m'en fous. Vous allez détruire votre bonheur. Ils ne font pas des pensées pour impressionner les gens. Après, vous restez en train de pleurer. Dans la théorie de ce que nous appelons le bonheur durable, il y a ce qu'on appelle ne pas faire quelque chose qui va vous faire regretter toute la vie, alors que vous aviez la possibilité de faire une chose qui vous permettrait d'avoir une joie durable. C'est la raison pour laquelle nous devons nous poser toujours des questions. Est-ce que ce que je vais faire va me procurer une stabilité de longue durée ou ça va me déstabiliser même une fois que j'aurai déjà fait ça? Posez-vous toujours cette question. Vous êtes une fille. Oui, je vais plonger dans l'amour avec cet homme marié. Après, il ne va pas me marier. J'aurai une mauvaise réputation auprès des autres garçons. Ma jeunesse sera détruite. À quoi me servirait une joie de 2 semaines pour que toute la vie de ma jeunesse et ma future vie soient détruites? À quoi me servirait de voler pour me retrouver en prison et même ce que j'aurais volé disparaîtra, je n'en profiterai pas et par conséquent, j'aurais pensé avoir du bonheur pour terminer dans le malheur. Mes chers amis, mes chers auditeurs, commencez toujours par vous poser la question, quand vous voulez respecter la première loi, posez-vous la question, est-ce que cette joie, est-ce que cette chose que je vais avoir ne va pas se retourner contre moi et me déstabiliser dans l'avenir? Deuxième loi du bonheur, c'est la force des relations sociales. La force des relations sociales, la conservation de vos relations sociales, le développement de vos relations sociales. Dans la théorie du bien-être, du bonheur, il a été trouvé et confirmé que plus vous vivez bien avec les gens,
plus vous avez une connexion sociale, ce qu'on appelle social network, plus vous avez des gens avec lesquels vous collaborez positivement, plus dans la communauté vous avez des bonnes relations avec les gens, plus vous avez du bonheur. Si vous voulez avoir le respect du principe numéro 2 ou de la deuxième loi, ne vivez pas en train de faire le mal dans la communauté dans laquelle vous vivez. Ne vous créez pas des ennemis inutiles. Ne vous créez pas des inimitiés inutiles. Développez plutôt une connexion qui vous lie aux gens. Quand vous avez mal fait, excusez-vous. Ne cherchez pas toujours à avoir raison. Quand vous savez que quelqu'un a raison, donnez-lui raison. Faites du bien aux gens en commençant par l'esprit selon lequel je n'existe pas sans les autres et les autres n'existent pas sans moi. N'oubliez pas. Mes chers amis, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que lorsque vous êtes en train de travailler, lorsque vous êtes en train de vivre avec les autres, ce qui va vous permettre de vivre mieux, c'est de savoir que tout ce que vous êtes sans les autres n'est rien. Commencez à cultiver un esprit. Commencez à cultiver une relation avec les gens. Commencez à cultiver de bons comportements qui vous permettront un jour de savoir que la communauté dans laquelle vous vivez vous reconnaît bien, sait que vous êtes important et peut facilement vous défendre en situation difficile. Souvenez-vous, riche que vous soyez, fort que vous soyez, intelligent que vous soyez, vous aurez toujours besoin de la communauté. La communauté, je ne dis pas la communauté ethnique, c'est-à-dire les autres personnes. Troisième principe ou troisième loi, il faut avoir un équilibre entre le travail personnel et ce qu'on appelle la vie personnelle. Il faut toujours avoir un équilibre. Troisième principe, je dis bien. L'équilibre entre le travail et la vie personnelle est très nécessaire pour votre propre bien-être. Vous allez dire qu'est-ce que cela veut dire. Dans la vie, ceux qui ont du travail doivent apprendre que plus vous faites le travail en oubliant votre famille, en oubliant les repos, en oubliant les congés, en oubliant les vacances, vous êtes en train de vous déséquilibrer. Parce que le travail va vous finir lentement et à un certain niveau, vous n'avez plus de relation avec les vôtres et après, vous vous retrouverez en famille sans que le travail ne vous sauve. Il faut toujours faire le balancing. Vous travaillez, prenez le repos. N'amenez pas trop de travaux à la maison que vous auriez dû finir à votre bureau. Que le travail ne vous accompagne pas jusqu'à la maison et vous empêche de sommeiller tous les jours. Vous allez manquer la paix. Parce que même là où vous alliez vous reposer, vous ne vous reposerez plus. Donc, il faut considérer le travail sous ces trois aspects. Le travail comme job, c'est-à-dire l'argent que vous y tirez. Le travail comme carrière, c'est-à-dire les objectifs que vous voulez atteindre dans votre travail sans vous relâcher, mais aussi le travail comme vocation, c'est-à-dire le bien-être plus grand, c'est-à-dire que votre travail contribue aussi à votre bien-être et au bien-être de ceux-là qui sont avec vous. Vous êtes un expatrié, travaillez, prenez des congés, rentrez à la maison quelque temps, restez à côté de votre famille. C'est le week-end, vous n'avez pas de travaux à faire, reposez-vous comme il faut. Allez prier, allez adorer, allez faire des choses que vous savez qu'elles vont encore vous stimuler de nouveau pour vous déstresser. Sinon, quand vous allez faire du travail sans songer à l'équilibre de votre vie personnelle, vous serez en train de vous détruire progressivement et vous manquerez la paix. Parce que vous commencerez toujours à vous lamenter à cause de votre travail, parce que vous commencez même à l'ingérer dans votre vie privée. Et même non pas seulement ça, ça va vous apporter des maladies que vous ne saurez pas gérer, tout simplement parce que le travail est devenu très lourd sur vous, que vous n'avez même pas pris le temps de vous reposer. Quatrième loi, c'est la gratitude. Qu'est-ce que la gratitude? La gratitude veut dire
être reconnaissant, ne pas être orgueilleux, être reconnaissant envers les autres. Que ceux-là qui vous ont fait du bien dans la vie trouvent que vous en êtes reconnaissant. Ceux-là qui vous étaient chers, ceux-là qui vous sont chers, ceux-là qui vous ont aidé, ceux-là qui ont contribué à votre bien-être, ceux-là qui ont fait de vous ce que vous êtes, doivent découvrir que réellement vous en êtes reconnaissant. Pour être dans le bonheur, pour être heureux, c'est d'exprimer aussi la joie, la reconnaissance à l'égard des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes. Donc, non pas seulement qu'il faut nécessairement leur donner des cadeaux, s'il n'y en a pas, vous n'êtes pas liés, mais un simple coup d'appel téléphonique. Bonjour papa, bonjour, comment vous allez? Non, je me souviens, je sais que vous avez été utile pour moi dans la vie. Un SMS, bonjour, vous vous êtes bien réveillé? Oui, nous songeons à vous, vous avez été important pour nous dans la vie. Ça vous donne la joie de sentir que l'autre est content de vous. Ne faites pas l'ingratitude. L'ingratitude est toujours accompagnée par des problèmes de ce qu'on appelle la récolte de ce qu'on a semé. Quand vous faites du bien, ne faites pas le mal. Que ceux qui vous ont fait du bien trouvent en vous la satisfaction des reconnaissances qu'ils ont été utiles dans votre vie. Cinquième principe ou cinquième loi, la résilience et l'adaptation. Qu'est-ce que la résilience et l'adaptation dans la vie? Mes chers amis, nous n'allons pas vivre sur Terre sans rencontrer des problèmes. Vous allez en trouver sur votre passage. Mais la meilleure façon de faire la résilience, c'est de ne pas permettre que les événements vous écrasent. Faites en sorte que lorsque vous avez des problèmes, que vous développiez en tête qu'ils passeront, mais que le problème ne passe et passe avec vous. Faites tout pour résister devant des situations stressantes, difficiles. Résistez aux défis de la vie. Survivez comme des gens qui savaient que l'événement vient, mais ça passera, sans vous emporter. Et comment y arriver? C'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il faut identifier des situations qu'on ne peut pas changer, mais auxquelles on peut s'adapter. Il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas changer. Et quand vous allez continuer à vous tracasser dans les nerfs en y pensant, en cherchant à les changer sans avoir même la capacité, mes chers amis, mes chers experts, mes aînés, les responsables qui me suivaient, vous allez tuer votre propre santé pour rien, pour des choses qu'on ne peut pas changer. L'adaptation veut dire à certains événements s'adapter en attendant qu'ils passent. Aux événements qui sont inchangeables, vous vous y adaptez sans pour autant vous laisser emporter. On vous amène un mauvais chef, vous n'allez pas le tuer. Vous allez vous adapter à ce monde de travail au lieu de continuer à vous lamenter jour et nuit. Adaptez-vous. C'est le climat, adaptez-vous. C'est votre ethnie, adaptez-vous. Vous n'avez pas à changer. Votre temps, ne cherchez pas à changer votre temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais ceux qui sont changeables, changez-les. Vous pouvez changer le travail en allant ailleurs. Vous pouvez changer votre statut social. Vous êtes célibataire, vous sentez que vous n'avez pas le bien-être, vous vous mariez. Donc, si vous voulez mieux traverser cet événement, ça veut dire que quand vous avez des difficultés, il faut toujours savoir comment vous adapter et résister. Ne vous laissez pas emporter par des soucis qui peuvent aussi vous affecter psychologiquement. Sixième loi, c'est la poursuite des significations. Que veut dire la poursuite des significations? C'est-à-dire ne pas détruire votre futur en oubliant que votre futur est créé par votre présent. Faites des choses dans le présent que vous savez que demain, elles vous produiront de bons résultats. Ne soyez pas paresseux, disant que vous n'avez pas à faire pour que demain vous commenciez à mendier. Ne négligez pas la spiritualité en plongeant dans la mondanité pour que demain vous commenciez à regretter du fait que vous avez trop pris de temps dans des choses charnelles et qu'après, elles vous coûtent cher.
La recherche de la signification, c'est-à-dire, ne faites pas la recherche de bonnes choses que vous savez qu'après, vous allez les perdre et recommencer à zéro. C'est ça, économiser dans le temps. C'est ça, économiser dans ce que vous faites. Vous avez des moyens, ne les terminez pas. Commencez à économiser comme celui qui dirait que la leçon des fourmis nous a été toujours utile. Quand c'est la saison sèche, nos fourmis amassent quoi manger dans la période d'hiver. Pendant que vous avez une bonne famille, aimez-la, entretenez-la bien. Parce que dans la vieillesse, ce sont ces gens qui viendront vous payer ce que vous aurez déjà fait. Donc, ne négligez pas les autres parce qu'ils sont pauvres aujourd'hui, alors que demain, ils pourraient être riches et revenir vers vous, vous faire du bien. Donc, ne faites pas des choses que vous savez qu'aujourd'hui, vous en serez content et que dans l'avenir, ça se retournera contre vous. Peut-être vous allez me dire, mais est-ce que cela a quelle différence avec ce qu'on a appelé première loi, qu'on a appelé le bonheur durable? C'est presque similaire, mais à la différence près, c'est que la poursuite des significations vous amène à ne pas vous contenter des choses éphémères, mais de commencer à planifier pour un avenir. En bref, c'est ça. Planifiez toujours pour un avenir. Aujourd'hui, vous êtes ceci, mais vous pourriez ne pas l'être demain. Aujourd'hui, vous êtes travailleur, mais demain, vous pourriez être chômeur. Et qu'est-ce que cela vous aura déjà permis de réaliser pour que dans le chômage, que vous ne manquiez pas quoi manger? On a vu des gens, quand ils sont des travailleurs, quand ils ont des moyens, ils mangent, ils boivent, ils jouent. C'est quand ils sont chômeurs qu'ils commencent à dire, ah, je n'ai pas acheté de parcelles. Mais alors qu'ils avaient de l'argent, qui pouvaient acheter des parcelles, mais c'est après qu'ils soient dans le chômage qu'ils commencent à dire, j'aurais pu faire ceci, cela. C'est parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on appelle la poursuite des significations. Septième chose, c'est la variété des expériences. Que veut dire la variété des expériences? La variété des expériences veut dire que vous ne devez pas vous habituer à une vie de routine. Vous devez apprendre plusieurs choses. Vous ne devez pas rester satisfait d'un seul domaine, mais plutôt vous pouvez varier la connaissance de plusieurs expériences. Vous êtes juriste, apprenez l'anglais. Vous êtes anglophone, apprenez un peu de notions des droits. Vous êtes agronome, apprenez un peu les notions de comptabilité. Vous êtes par exemple enseignant d'université, essayez un peu d'aller aussi sur le terrain, faire certaines choses de développement comme villageois, juste pour vous adapter au domaine qu'on peut appeler la vie pratique. Parce que quand vous êtes multiconnaisseur, vous êtes quelqu'un qui maîtrisait plusieurs choses. Il peut arriver que dans un domaine, vous vous sentiez mal à l'aise et directement vous variez. Je veux vous dire, c'est toujours un conseil que j'ai l'habitude de donner aux jeunes. Vous terminez les études, vous n'avez pas encore où travailler, et quand on vous pose la question, je suis chômeur. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Et je dis non. Je dis toujours aux jeunes qui me suivent que vous pouvez apprendre même à faire certaines choses par volontariat. Vous terminez les études, vous cherchez une organisation, une association locale, vous leur dites, écoutez, moi je ne viens pas demander du salaire, mais je viens seulement faire comme un stage, comme je suis diplômé dans les domaines de développement, gestion des projets, droit, ceci, cela, je vais seulement vous aider sans paiement. À chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai là pour vous aider, pendant que moi aussi je serai en train de me préparer pour trouver du boulot. Voilà. 1 mois, 2 mois, 3 mois d'expérience. On va vous recruter ailleurs, mais là, vous allez sortir de cette association, de cette organisation, en disant, j'ai fait 6 mois, c'était l'association, j'étais consultant dans la gestion de ceci, cela. Même s'il n'y a pas de salaire. Le problème, c'est que nous voulons toujours apprendre des choses où nous savons que nous aurons de l'argent. Mais détrompez-vous. Certaines expériences nous profitent même à l'avenir. Aujourd'hui, vous n'avez pas à faire. Si vous avez la possibilité, apprenez des langues. Un jour, vous irez postuler quelque part, on va vous dire la maîtrise de l'anglais est nécessaire. Vous n'en savez pas.
Un jour, vous serez par exemple quelqu'un qui maîtrise les développements, mais on vous dit que nous avons besoin de quelqu'un qui a fait le développement, mais aussi qui connaît la gestion des conflits. Eh bien, vous n'avez pas pu développer toutes ces connaissances. Donc, la meilleure façon pour moi, c'est de vous dire que plus vous vivez, plus il faut varier les expériences. Huitième chose, c'est la gestion des émotions. La gestion des émotions, comme huitième loi, veut dire que vous devez apprendre à gérer vos émotions de façon constructive, positive. N'agissez pas toujours sous émotion. Parce qu'on a trouvé qu'il arrive des moments où plus vous vivez sous émotion, vous agissez sous émotion, vous détruisez tout ce qui allait vous servir même au lendemain. Il faut comprendre les émotions, savoir les gérer sans se laisser emporter par elles, combattre les émotions qui peuvent vous amener à des dérapages, reconnaître que vous êtes sous émotion, mais savoir contrôler les émotions et ne pas les laisser vous contrôler. Est-ce que vous êtes en colère? N'agissez pas sous la colère. Est-ce que vous êtes triste? Oui, vous êtes triste. Mais ne profitez pas de votre tristesse pour détruire les autres. Vous êtes en situation difficile? Oui, mais si cette situation difficile vous fait manquer du sommeil, il ne faut pas qu'en manquant du sommeil, vous manquiez aussi de manger. Parce que plus vous êtes sous émotion, plus vous ne mangez pas, plus le corps se détruit, plus le corps va influencer le mental, plus le mental va influencer le corps, et après, vous allez accumuler des maladies. La meilleure façon, c'est de savoir que quand je serai sous émotion, je ferai tout pour que je traverse cette période sans que l'emprise de l'émotion ne détruise mon avenir. Eh bien, c'est là où nous disons que vous devez aussi éviter des choses qui vous causent de la honte. Certaines personnes ne craignent pas de faire ou de commettre des actes qui demain pourront leur causer de la honte. Ce n'est pas parce qu'il y a trop aimé que tu vas te livrer à la prostitution. Ce n'est pas parce que tu as trop aimé que tu vas te livrer à des plaisirs sexuels débordants qui vont se transformer demain en transmission de maladies, de grossesses sur des personnes qui demain viendront encore porter plainte contre toi, et puis tu vas dire, j'étais sous émotion. Oui, mais comment tu as géré tes émotions? Tu vas manquer du bonheur alors que tes émotions étaient là et qu'il fallait les contrôler. Neuvième loi, c'est la pratique de la gentillesse. Qu'est-ce que la pratique de la gentillesse, mes chers amis? La pratique de la gentillesse veut dire que il faut avoir l'altruisme. L'altruisme, c'est-à-dire la bienveillance. La bienveillance, c'est-à-dire aimer les gens et faire du bien aux gens. Vous parlez aux gens très bien, vous humiliez, vous collaborez avec les gens, quelqu'un vous demande service, vous le faites. Vous êtes à la réception quelque part dans une ONG, à la banque, dans une organisation, aux Nations Unies, dans une ONG, dans les services de l'État, public, para-étatique, privé. Soyez quelqu'un qui accueille bien les clients. Ne vous comportez pas comme si, parce que vous êtes chef quelque part, vous devez rougir comme un lion, de sorte qu'on a peur de vous approcher. Montrez-vous accueillante, faites de la bienveillance, rendez des services. Que tous ceux-là qui viennent vers vous trouvent que vous êtes accueillant, vous êtes accessible. Vous serez très content le soir de dire, tous ceux-là qui sont venus, qui m'ont trouvé, je les ai bien accueillis et j'ai rendu de bons services. Vous vous sentirez content. Donc, le plaisir que vous avez donné aux autres vous revient directement. La satisfaction d'avoir bien fait. La joie d'avoir bien servi vous reviendra d'une façon ou d'une autre, et quand vous les trouverez dans la communauté, vous marcherez dans la certitude, dans la joie de dire que tous ceux-là qui savent que je travaille tel part ne peuvent pas m'accuser de l'orgueil. C'est le bien-être, c'est le bonheur. Et quand ils vous rencontrent, ils disent, oh là là, bonjour, vous êtes bien. La fois passée, j'étais à votre bureau, la fois passée, j'étais chez vous, la fois passée, vous m'avez bien accueilli, vous m'avez rendu des bons services. Ça fait du plaisir, ça fait du bonheur.
d'entendre que les autres sont contents du service que vous leur rendez. C'est le bien-être. Donc, la générosité, la sympathie, c'est très important. 10e loi, il faut l'équilibre entre l'individualisme et le collectivisme. L'individualisme et le collectivisme doivent être équilibrés. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez vos propres besoins, mais la collectivité a ses besoins. Vous devez savoir équilibrer ce que vous voulez et ce que le pays veut. Vous devez savoir équilibrer ce que vous voulez et ce que votre organisation veut. Vous devez savoir équilibrer ce que vous êtes et ce que l'entreprise est. Dans la plupart des fois, quand les gens veulent se confondre avec l'entreprise, ils détruisent l'entreprise. Il faut toujours dire, je suis chef, j'ai des choses que j'aime, mais je ne ferai pas tout ce que j'aime, alors que c'est contraire aux lois de la maison. Vous êtes dans une entreprise, vous avez besoin de l'argent, mais vous n'allez pas prendre l'argent pour satisfaire vos besoins jusqu'à ce que les salariés manquent les salaires. Vous avez pris l'individualisme à la place du collectivisme. Vous êtes chef quelque part. Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'un véhicule que vous allez confisquer tous les véhicules et les agents n'en auront pas, alors que c'est un véhicule du service qui peut aider tout le monde. Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'un crédit que vous allez vider la caisse et laisser à ce que les gens manquent les frais de fonctionnement de l'école, de l'université, de la maison ou l'entreprise, tout simplement parce que vous dites, j'avais mon chantier, il fallait que je prenne cet argent, je vais remettre ça après, toutes les choses doivent cesser, doivent être suspendues jusqu'à ce que je vais ramener l'argent. La mégestion, la plupart des fois, vient de ceux-là qui ne savaient pas faire le balancing entre l'individualisme et le collectivisme. Il faut apprendre à ne pas toujours croire que toute l'organisation se résume en vous. Considérez toujours les besoins des autres. Je suis comptable ici. Je suis chef des ressources humaines. Il est le 28. Les gens doivent toucher les salaires. Si moi j'ai accès à l'argent, est-ce que les autres en ont accès? Savoir même l'abnégation. Arriver à se priver certaines choses pour le bien public, pour l'intérêt public. Donc, ne pas toujours regarder tes propres intérêts à la place des autres, mais songer aussi aux intérêts des autres. Comme Paul qui disait dans la Bible et dans les Philippiens, que chacun de nous regarde les autres comme supérieurs à lui. Il faut toujours rechercher les biens communautaires. Ne pas toujours regarder dans l'égocentrisme, dans l'égoïsme et dire moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Quand tu dis moi d'abord, après, ceux-là qui trouvent que tu t'es placé devant avant les autres, quand ils te critiqueront ou prendront des mesures contre toi, tu vas manquer la joie. Et c'est là où nous disons que ceux-là qui savent le balancing entre l'individualisme et le collectivisme, quand ils y font la planification, l'exécution, la gestion, ils disent toujours, moi ici, les autres là, mais nous tous nous formons une même maison. 11e loi, avant d'aller à la 11e loi, je vais revenir à la 10e en vous disant que cette loi que nous appelons le balancing entre l'individualisme et le collectivisme, c'est cette loi qui nous permet de gérer les conflits. Quand les problèmes viennent, vous devez lutter pour qu'il y ait la paix dans l'organisation. C'est cette loi qui vous permet de ne pas être un manipulateur. Vous savez, les manipulateurs, c'est qui? La manipulation, c'est quoi? C'est de faire comprendre aux gens que ce que vous faites avec eux est pour leur intérêt, alors que tu veux y tirer l'intérêt personnel. Vous manipulez les gens. Vous leur montrez que ce que vous êtes en train de faire avec eux va leur profiter, alors qu'ils n'en profiteront pas, c'est toi. On n'utilise pas les gens à ses propres fins, à ses propres objectifs, à son propre intérêt. Ça, c'est interdit par la 10e loi. Faites des choses avec les gens et que ces gens trouvent réellement qu'ils en sont bénéficiaires. Vous travaillez avec les gens, vous êtes chef, faites en sorte que ceux-là qui travaillent avec vous comprennent que vous ne vous enrichissez pas sur leur dos, mais plutôt
tout ce que vous avez comme capital, tout ce que vous avez comme intérêt, l'organisation a sa part, les individus ont leur part, personne n'est là pour s'enrichir sur les dos des autres. Sinon, vous manquerez du bonheur. Et après, ça vous poursuivra. Alors, la 11e loi, c'est de ne pas fonder sa richesse, ses biens, sur le malheur des autres. J'insiste. Ne fondez pas votre rendement, ne fondez pas votre richesse sur le malheur des autres. C'est-à-dire comment? Ne volez pas, ne détournez pas, ne prenez pas les choses mal acquises, ne prenez pas des choses indues, ne récupérez pas des choses que vous savez qu'elles ne vous appartiennent pas, ne mettez pas quelqu'un en danger pour profiter de sa vulnérabilité afin de vous enrichir. Ne détournez pas les biens de quelqu'un qui pourrait les chercher, les manquer, alors que vous étiez mieux placé pour l'aider à les conserver. Respectez ce qu'on appelle les biens publics et les biens communs. Pourquoi? Écoutez-moi, les biens mal acquis ne profitent toujours à personne à longue durée. Les biens mal acquis ne viennent pas toujours avec un intérêt de longue période. Ça finit par se retourner contre vous. Ne soyez pas content lorsque celui à qui vous avez pris sa chose pleure. Ces pleurs reviendront chez vous. Comme les gens qui parlent de la loi de la karma. Comme ces gens qui parlent de on récolte ce qu'on a toujours semé. La Bible est claire. Quand vous faites le mal aux gens pour profiter, un jour ça se retournera contre vous. Alors, la meilleure façon, c'est de ne pas avoir une vie où vous laissez les gens pleurer derrière vous alors que ce sont des propriétaires des choses que vous auriez dû conserver mieux. Vous êtes un gérant, on vous a donné la gestion d'une entreprise, gérez, rendez des comptes, soyez quelqu'un qui est vraiment logique. La redevabilité. Quand on fait les contrôles, très bien. On vous a mis dans un magasin, travaillez comme il faut. Demain ou après-demain, si vous ouvrirez votre propre magasin, que ça ne provienne pas des biens que vous avez détournés progressivement. La bonne gestion. C'est parmi les bonnes lois. La onzième s'il vous plaît, c'est de ne pas fonder son bonheur, sa joie, sa richesse sur les malheurs des autres. Et la 12e loi, c'est celle de ne pas envier les progrès des autres, de ne pas envier les progrès des méchants et de ne pas se sentir mal à l'aise lorsque les autres progressent mieux. Ça, c'est la 12e. Ils ne font pas vous sentir mal à l'aise quand vous trouvez quelqu'un progresser. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va vous aider. C'est l'enfant d'autrui, il fait la médecine, soyez content. Vous ne savez pas quand serez-vous malade et il va vous soigner. C'est une jeune fille, elle est en train de grandir. Ne vous sentez pas mal à l'aise parce que la fille de X est en train de grandir. C'est monsieur X, il a commencé, ou madame X, elle a commencé son entreprise, ça évolue bien. Ne vous sentez pas mal à l'aise. Qui sait que demain, votre enfant y travaillera? Qui sait que demain, vous y travaillerez? Et qui sait que demain, il aidera le pays entier? Ne vous sentez pas mal à l'aise en voyant les progrès des autres, mais aussi n'enviez pas la richesse ou la réussite des méchants. C'est dans la Bible, dans les livres des psaumes, ça y est même. Donc, juste quand vous voyez les gens progresser, soyez contents, réjouissez-vous. Prouvez que vous êtes un bon citoyen, une bonne citoyenne. Parce que plus vous développez la jalousie, plus vous pouvez détruire, plus vous allez haïr, vous serez en train de vous tourmenter. Il se pourrait que même vous commenciez à passer des nuits sans sommeiller alors que la personne que vous enviez dort, mange, se repose parce qu'elle ne sait pas que vous souffrez. J'ai donné des leçons précédentes sur cette chaîne, vous allez trouver les problèmes de la jalousie, comment travailler avec les jaloux, vous allez trouver ça sur cette chaîne. Mais j'insiste bien, la 12e loi, la 12e chose qu'il faut retenir, il faut être content du progrès des autres, ne pas être mécontent de la réussite des autres.
Trouvez-vous un beau citoyen. Vous travaillez avec quelqu'un, il émerge. Waouh, très bien, merci. Parmi nous, il y a un collègue qui est devenu chef. Très bien. Mais ne commencez pas à dire, voilà, il était avec nous, il était pauvre, on ne sait pas comment il vient d'être notre chef. Non. Vous faites le commerce avec quelqu'un, il change de commerce, ses produits deviennent très recherchés, il évolue bien, son entreprise prospère, très bien. Dites, on a commencé le commerce avec lui, mais lui avance bien, il arrive dans des millions, même si moi je n'en ai plus, mais je suis content quand même qu'un ancien collègue soit à ce niveau. Combien de gens détruisent les autres, tuent les autres, font du mal aux autres tout simplement par jalousie. Et même quand vous lui ferez le mal, je dis bien, ces affaires ne vous reviendront pas. Donc, c'est une bonne chose pour vous d'être content du progrès des autres. C'est une chose pour vous de laisser d'envier l'évolution des méchants. Parce que ce qui appartient aux méchants, quand ça lui revient en mal, vous n'allez pas aussi être avec lui. Voilà, je résume. Nous avons pris 12 lois, 10 tirées de notre professeur Jonathan Haidt dans son livre Les 10 lois du bonheur. Nous avons ajouté d'autres recherches. Et si vous avez besoin de ces livres pour les lire, vous pouvez vous les procurer à tout moment dans des bibliothèques. Nous en avons nous aussi. Et les 12 lois, c'était le bonheur durable, la force des relations sociales. La troisième loi, c'est faire l'équilibre entre le travail et ce qu'on appelle la vie personnelle. La quatrième loi, c'est la gratitude. La cinquième, c'est la résilience et l'adaptation. La sixième, c'est la poursuite des significations. La septième, c'est la variété des expériences. La huitième, c'est la gestion des émotions. La neuvième, c'est la pratique de la gentillesse. La dixième, c'est l'équilibre entre l'individualisme et le collectivisme. La onzième, c'est de ne pas fonder votre vie sur le malheur des autres. La douzième, qui est la dernière, c'est de ne pas envier la prospérité des méchants, mais aussi de toujours ne pas envier l'évolution, le progrès des gens qui ne sont pas aussi méchants parce qu'on ne sait jamais que ceux qui prospèrent peuvent venir nous relever ou relever les autres pour les biens communautaires. Vous avez été béni de la leçon, likez, partagez. Vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous avez besoin d'être toujours en contact avec nous, notre leçon future qui viendra, qu'elle vous soit encore apportée. Notre numéro WhatsApp est là. Vous avez besoin d'être mis dans les groupes WhatsApp de nos leçons que nous partageons avec les leçons des autres. Contactez-nous inbox. Nous disons merci et nous posons une dernière question. Avez-vous lu d'autres chercheurs qui ont proposé d'autres lois? Si oui, pouvez-vous nous les partager sur l'espace de notre chaîne? Merci beaucoup. Donc, si vous avez d'autres lois ou d'autres personnes qui ont parlé des lois du bonheur, placez-les. Nous sommes reconnaissants de les avoir tant que vous les donnerez. Vous pouvez placer même les liens sur notre chaîne, ce n'est pas de la concurrence. Nous serons contents de lire aussi vos expériences. Merci. Elle a été longue, bien sûr, par rapport à d'autres, mais quand nous parlons des 12, comprenez qu'il n'était pas aussi facile. Nous vous disons merci. À la prochaine.